Bien, bonjour à tous, donc Stéphane Grasser. Je viens de quelques kilomètres d'ici, fort nombreux même les kilomètres, puisque j'arrive du plateau de Millevaches en Limousin. En fait, je suis installé sur la bordure ouest du Massif central, sur la zone de montagne de la région Limousin, ce qu'on appelle la montagne limousine. Sur ce territoire, qui est un territoire très rural, puisque les densités dans le secteur où je me situe atteignent les sommets de 3 à 7 habitants au kilomètre carré. Donc sur ce territoire très rural, mine de rien, il y a des mouvements qui existent, il y a des choses qui se passent. Il y a des installations de nouveaux habitants, essentiellement issus des grandes zones urbaines de France. Et tout ça a un certain nombre de conséquences. Donc l'Armand, je le disais, est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc c'est une entreprise, une société anonyme, qui a un statut un peu particulier, qui appartient à la famille des coopératives, mais qui en diffère, parce que dans son sociétariat, vous pouvez trouver tout type de personnes physiques ou morales. Autrement dit, quand on regarde l'Armand, il y a aujourd'hui 134 sociétaires, on dirait actionnaires dans les SA classiques, 134 sociétaires. Et sur ces 134 sociétaires, vous avez 3/4 d'individus, de personnes. Et puis, vous avez également des entreprises du territoire qui travaillent dans le domaine essentiellement de l'éco-construction, du paysage, de l'habitat. Vous avez aussi des collectivités locales, et ça c'est une des grosses particularités des SIC. C'est-à-dire qu'on a dans notre sociétariat le Conseil général de la Creuse, le Parc naturel régional de Millevaches, une communauté de communes, des communes. Et puis, un certain nombre d'associations, plutôt la société civile, on peut dire, qui est présente avec une dimension militante de fait. Alors cette SIC, elle est née de manière très informelle et elle est née de la société civile. Elle est née parce que sur ce territoire, je le disais précédemment, il y a eu une dépopulation très forte et il y a des gens qui arrivent, qui viennent s'installer. Et ces gens qui arrivent, qui viennent s'installer, souvent se heurtent à une même difficulté, c'est trouver un toit, trouver un lieu pour s'héberger, tout simplement. À partir de là, les gens qui étaient confrontés, qui travaillaient avec ces nouveaux arrivants potentiels, se sont dit qu'il faut qu'on réponde à ce verrou à l'installation. Donc il y a eu un projet d'écoquartier que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est l'écoquartier de Faux-la-Montagne, qui a été reconnu au niveau national à un moment donné, et puis qui était une forme de réponse. Et puis une autre réponse qui était de dire qu'il faut qu'on agisse de manière pérenne sur ces questions d'habitat, de logement, et qu'on crée une structure qui traite ces aspects-là dans le long terme. Donc le projet d'une société coopérative d'intérêt collectif, en l'occurrence d'intérêt collectif, parce que ça permettait de réunir la diversité des acteurs de ces questions au sein d'une même entité. La SIC, dit autrement, c'est un outil de développement au service du territoire et au service des acteurs dans leur pluralité sur le territoire. C'est ça qui est important, et au service de la production d'un bien commun. Je crois que ça, c'est aussi quelque chose qui est à mettre à garder à l'esprit. Vous le verrez dans la manière qu'on a de travailler. Voilà pour ce petit propos introductif, petit, pas tout à fait. À partir de là, je vais m'attacher maintenant à expliciter un peu une démarche de travail qu'on a menée sur 5 communes. Alors, on ne regardera pas les 5 communes, ça serait beaucoup trop lourd. On prendra des exemples sur 2 communes qui sont peut-être les plus emblématiques de la démarche, qui ne sont pas tout à fait du même ordre, les communes de Faux-la-Montagne et de Laville-Dieu, donc sur lesquelles on a travaillé à partir d'une commande, puisqu'on intervient comme un prestataire via un marché public, autour d'une commande qui était comment est-ce qu'on peut réhabiter les cœurs de bourg. C'est-à-dire que ce que l'on observe, c'est que, au fond, le cœur des villages, et ce n'est pas propre à la montagne limousine, vous y êtes confrontés, j'imagine, sur vos territoires ruraux, en tout cas, de la même façon. Eh bien, ce qu'on observe, c'est qu'il y a du vide qui se crée à l'intérieur des bourgs anciens, des maisons qui se ferment, des transformations, et c'est beaucoup ça qui se passe, les transformations de résidence principale en résidence secondaire au fil du temps, résidence secondaire plus ou moins occupée d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, 1 semaine tous les 2 ans. Et puis une partie de vacances aussi. Et puis la construction neuve, elle, se fait en périphérie. Alors, plutôt que de dire, on va regarder un peu ces logements, on va regarder leur qualité intrinsèque, et puis on va vous faire des propositions du genre, il faut mettre en place une OPH, une opération pour l'amélioration de l'habitat ou autre. On s'est dit, ça sera probablement une partie de la réponse, mais il y a des choses qui vont bien au-delà et qui sont bien plus importantes. En fait, il s'agit pour nous, et c'était ça qui était important, de se poser la question de pourquoi n'habite-t-on plus dans ces bourgs? Et en fait, qu'est-ce qui ferait potentiellement l'attractivité
de ces cœurs de bourg. Bref, aborder la question de l'habitat dans un cadre bien plus général qui questionne la manière qu'on a de vivre en milieu rural, qu'on a de vivre dans ces bourgs. Et pour ça, on a combiné 3 angles d'approche, que sont l'approche sociale, c'est-à-dire sociale entendue au terme de pratiques, d'usages. Quels sont les usages et les pratiques qu'on a d'un bourg? On a proposé une approche que l'on appellera plutôt morphologique et spatiale, comprendre où ces bourgs sont situés, comment ils s'inscrivent dans leur espace physique environnant et comment tout ça a bougé dans le temps, et comment ça peut encore bouger. Et puis un aspect plus résidentiel, alors là on revient sur la question de l'habitat, des questions plus liées au logement, à sa nature et à ses contraintes particulières. Il y a 3 légitimités qui sont à l'œuvre. Une légitimité qu'on dira politique, il y a des élus qu'on mobilise évidemment, puisque à un moment donné il y a un processus sélectif qui les a désignés et ils ont un regard sur le territoire et ils sont preneurs de décision de ce point de vue-là. Il y a une légitimité technique qu'on va incarner en s'affublant du grand nombre d'experts, mais bref, on a quand même un savoir et on travaille avec ce savoir-là. Et puis, il y a une légitimité qu'on a souvent tendance un petit peu à oublier, je trouve. Alors, peut-être pas dans ce Cénacle, parce qu'on voit bien que les différents exemples qui vont être cités s'appuient sur cette légitimité-là, mais de manière plus générale, ça reste quand même encore assez embryonnaire. C'est la légitimité des gens qui vivent quelque part. C'est ce que j'appellerais une légitimité d'usage, qui est essentielle de mon point de vue, dès lors qu'il s'agit de se questionner sur le devenir d'un territoire. Quand on habite quelque part, et ça c'est un propos politique très fort, mais quand on habite quelque part, on est légitime à dire à la fois ce qui se passe aujourd'hui et ce qui peut se passer demain. On est usager d'un espace et quelque part, me semble-t-il en tout cas, co-décideur du devenir de cet espace, avec un véritable savoir sur cet espace. Alors comment on s'y prend de manière très concrète? Eh bien, on s'y prend en utilisant des méthodes qui sont simples. Parce que lorsqu'on veut travailler avec les gens, il ne faut pas venir avec ses gros sabots d'experts et utiliser des grands mots. Il faut faire des choses simples, tout simplement pour petit à petit emmener l'intégralité des acteurs vers un travail collectif. Pour nous, ça commence par ce qu'on appelle des ateliers de lecture paysagère et urbaine. En fait, il s'agit tout simplement, et on démarre toujours comme ça, d'aller se balader. Alors c'est plutôt cool, entre guillemets, comme boulot. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va se promener avec les gens pour regarder le bourg, regarder comment ça se passe, comment ce bourg est accroché à son environnement, comment on s'y déplace, comment il a évolué dans le temps. Alors tout ça est préparé, le parcours, on ne le fait pas n'importe comment, il est pensé en préalable. On travaille entre un urbaniste que je suis, un paysagiste avec lequel on bosse également, qui s'appelle Alain Frété. Eh bien, on a une préparation, évidemment, à tout cela. Et on ne passe pas par des lieux anodins, on passe par des lieux qui ont du sens. Mais au-delà de ça, de toute façon, les gens eux-mêmes nous emmènent voir des choses. Et tout ce savoir-là, petit à petit, on le compile. Alors, sur le plan du séquençage, c'est pas très original. On fait ce qu'on appelle une phase de diagnostic dans un premier temps, puis après on se projette. Là, on n'a pas réinventé la poudre. Hein. C'est plus dans la manière de faire, quelque part, que ça a un sens un peu différent. Donc on se promène, et puis on partage les regards. Ça, c'est en général, on le fait le samedi, parce que si vous voulez avoir les gens, il faut bosser le week-end. La semaine, ils travaillent. Ça, c'est le samedi matin, plus précisément, qu'on va se balader. Puis tout ça, petit à petit, on s'achemine vers l'après-midi, on pique-nique ensemble. Quand il fait beau, c'est dehors, quand il fait moche, c'est à l'intérieur. Bref, on a une salle, un espace. Et l'après-midi, on retransforme tout ça sur des outils un peu plus complexes, de la photo aérienne, de la carte, etc. Et puis on le met également, on le croise avec d'autres données qu'on est allé chercher. C'est-à-dire que là, c'est en collectif, comme vous voyez les photos à l'écran, ces temps collectifs, mine de rien, ils sont fréquentés par des gens qui s'y sentent peu ou prou à l'aise. Hein. Et puis il y a une partie des gens qui ne se sentent pas à l'aise dans ces moments-là. Quand bien même on est sur des petits groupes, des fois, hein, 15 personnes, ça suffit. Et puis il y a des gens des personnes âgées qui ne se déplacent pas, très peu. Donc, volontairement, je couple toujours ça avec des entretiens individuels, hein, une approche peut-être plus sociologique ou anthropologique, pour aller chercher de la matière auprès de personnes qui ne viendront jamais la donner. Et donc, cette matière-là, elle est réinjectée dans les ateliers. Sur cette diapo, vous voyez en bas, là, dans la photo du bas, un grand tableau en papier avec des phrases derrière. Là, c'est tout ce qu'on m'a dit. Alors, c'est jamais personnalisé, je ne dis pas monsieur interne, mais toutes ces phrases clés, ce verbatim qu'on m'a livré, je le mets en perspective, et puis ça nous sert de rebond par rapport à la balade qu'on a fait. Et c'est comme ça qu'on construit petit à petit un regard partagé. Alors on utilise d'autres outils, vous voyez, le paysagiste en train de faire un croquis, le dessin par exemple, hein,
qui est un outil qui est facilement lisible et appréhendable par tout un chacun. On arrive avec des vieilles cartes postales qu'on demande aux gens de mettre en avant. Toute cette matière, c'est une matière qui est facilement appropriable par les uns et les autres, et c'est ça qui me semble important. Ce n'est qu'après qu'on parle, on le voit mal sur la diapo, vous en avez une autre qui est plus explicite. Toute cette matière-là, après, on la retravaille évidemment avec des logiciels de carto, on commence à dessiner, on commence à cartographier, mais ça n'est qu'un stade ultérieur. Dans un premier temps, il s'agit bien d'utiliser des méthodes facilement appropriables. On est, dit autrement, et c'est ça qui me paraît important, dans un processus, entre guillemets, d'éducation populaire. C'est-à-dire qu'il s'agit d'emmener tout un chacun vers la prise de décision, vers la prise de choix, en s'outillant progressivement et en considérant que tout un chacun a quelque chose à dire. Alors, c'est là que je vous mets à l'écran une des productions qu'on a réalisées. C'est toujours, après la phase de diagnostic, on arrive toujours à une phase où on commence à projeter des choses dans le temps. Donc là, c'est ce qu'on appelle un schéma d'orientation et d'aménagement. Là, il s'agit simplement de représenter l'emprise d'un bourg actuel, c'est tout le violet foncé, sur le bourg de Faux-la-Montagne, et puis se questionner sur, si demain le bourg doit grandir, où c'est qu'il doit grandir, sans insulter le paysage, sans insulter les lignes de force du bourg, et c'est le violet clair. Et puis où c'est qu'il doit s'arrêter absolument, parce que ce qu'on voit, c'est qu'on le voyait sur la première photo, c'est que mine de rien, les constructions neuves, elles se font de plus en plus en périphérie, et sans respect de la trame urbaine existante. Donc on a un travail aussi avec les gens, pour se dire, tiens, où c'est qu'on s'arrête, où c'est qu'il s'arrête le bourg, aujourd'hui, demain, etc. Et puis, vous voyez, il y a ce qu'on appelle des lieux de projet. Dans toute cette phase amont là, de collecte de matière, petit à petit, ressortent des éléments un peu plus localisés. Tiens, cette place, ça serait bien qu'on la retravaille. Il nous manque un lieu où on pourrait aller faire nos courses, etc. Donc, on commence à mettre en perspective des enjeux de fond qui sont des enjeux liés tout simplement au fonctionnement du bourg et à des éléments de vie sur le bourg, ce qu'on peut appeler des éléments de sociabilité. Et ça n'est qu'à partir de là qu'on va basculer dans un deuxième temps qui est petit à petit un temps qui va nous emmener vers de l'opérationnel. On va commencer à creuser des aspects un peu clés. Et ce dont je me suis aperçu, c'est que, au fond, quels que soient les bourgs sur lesquels on travaille, il y a toujours 3 éléments forts qui ressortent. Alors peut-être est-ce vrai aussi sur vos territoires respectifs. Il y a clairement un enjeu fort de sociabilité. Ces villages, mine de rien, ils se sont délités progressivement, les lieux de rencontre se sont délités, les cafés ont fermé, les commerces ont fermé parce qu'ils n'ont plus la masse critique économique, etc. Et il n'y a plus d'endroit où on se retrouve. Moi, ce qu'on me dit régulièrement, c'est on ne se croise plus. Puis quand je viens au bourg, j'y viens en voiture, de toute façon, donc je passe, et puis éventuellement je salue quelqu'un, mais c'est tout. Il n'y a plus d'endroit où on se croise. Première chose, ça c'est essentiel. Donc la question des lieux de socialité, comment vivre ensemble, tout simplement, c'est la question qui est derrière. Une deuxième question qui est peu ou prou liée, c'est la question des espaces publics. Tu en parlais, je crois, dans ton introduction, en parlant de la place de la voiture. On est certes en milieu rural, la voiture, elle est obligatoire. Là où je vis, vous n'avez pas de voiture, vous avez vraiment, on peut faire du vélo, mais c'est tendu, il neige des fois en hiver, c'est pas toujours très rigolo. Et donc, à un moment donné, elle est présente, et on ne peut pas, de manière dogmatique, dire qu'elle doit quitter les lieux. N'empêche que cette voiture, elle occupe tout l'espace. Et justement, les places, les petites ruelles où on pourrait, en marchant, se croiser, discuter avec son voisin parce qu'on s'arrête, sont occupées. Et ce qu'on me dit, dans de nombreux entretiens, c'est on n'a plus d'endroit pour se croiser, pour discuter. Donc tout ce qui fait quelque part aussi le sel de la vie, dans un cœur de bourg qui est censé être dense, on va se croiser, on va se rencontrer, quand bien même on n'y est pas 300, mais voilà, ça ne se passe plus. Et puis la troisième chose, c'est que, mine de rien, ces bourgs c'est paradoxal, coupés de leur environnement naturel. Tous les petits cheminements piétonniers au cœur du bourg, vers l'extérieur, petit à petit ont disparu, enfrichés, récupérés dans des tènements agricoles, etc. Et on ne peut plus aller se faire notre petite balade du soir, autour, à proximité. Et ça aussi, ça fait partie de la qualité de la vie dans un bourg rural. D'autant plus que dans les cœurs de bourg, l'élément naturel souvent n'est pas présent. C'est des maisons accolées, en tout cas là où je me situe, et il y a peu d'espace naturel. Donc comment on y accède à cet espace naturel aussi? Voilà. Donc ces éléments-là, ils sortent systématiquement, et ces enjeux-là, on est amené à les travailler après pour aller vers du projet. Donc là, par exemple, dans les photos que vous avez, on est en train de travailler sur une toute petite commune, 60 habitants pour le coup. Accessoirement, sur les 60 habitants, il y en avait 25 qui venaient aux ateliers. Alors, considérant qu'il y a un certain nombre de personnes âgées et de jeunes enfants, on avait quasiment la totalité de la population à l'âge de bosser sur ces questions qui étaient présentes.
Et là, on travaille sur quoi? Eh bien, on travaille justement, collectivement, sur l'aménagement d'une placette, c'est tout petit. C'est l'emprise, en gros, que vous voyez sur la photo du bas, qui se situe entre une agence postale et la mairie, qui sert de vague parking goudronné de manière dégueulasse, et sur lesquels l'enjeu qui était ressorti, c'est de dire, bah, tiens, on pourrait la réoccuper, cette place. En plus, il y a Madame Intel qui habite dans le logement là, puis qui n'a pas de jardin devant chez elle. Ce serait chouette qu'elle puisse sortir une table et tout, qu'elle puisse réoccuper cet espace, alors que là, c'est un parking. Et puis nous, quand on vient au bourg et qu'on fait une fête dans la salle de la mairie qui est salle des fêtes, ben, ça serait bien d'avoir cet espace extérieur pour s'en servir. Bref, on revient sur ces enjeux de sociabilité, sur cette dimension essentielle qui est comment on vit ensemble, comment on se parle, comment on se connaît, et donc comment on évite de se taper dessus aussi, accessoirement. Donc à partir de là, le travail qu'on fait, à nouveau en utilisant des méthodes très simples, c'est de préfigurer tout simplement l'aménagement de cette place. Donc, je ne vais pas détailler ces éléments-là, c'est pas ça qui est important, c'est plus le processus. Et vous voyez qu'à nouveau, on utilise des outils ultra simples. Sur la photo du haut, vous ne le savez pas, mais c'est moi en tout cas en l'occurrence qui porte un parapluie, et je ne suis pas en train de me protéger ni de la pluie ni du soleil. Je suis en train de figurer l'arbre que tout un chacun désire planter sur cette place. Et la question, c'est où on le met, l'arbre. Donc moi, je suis en train de me balader avec mon parapluie pour savoir où on va mettre l'arbre. Ben ça, c'est une méthode qui est facile à comprendre par tout un chacun, pour le coup. On n'a pas besoin d'un logiciel informatique. De la même façon, sur la photo du bas, ça se voit un peu moins, c'est dans l'ombre, mais on est en train... Les gens disaient, oui, ok, on va la rendre piétonne, mais il faut quand même de la place pour la voiture. On a dit, ok, pourquoi pas, mais on va essayer de les mettre, les voitures. Alors, on va définir l'emprise avec de la rubalise, des pierres, etc. Bon, au final, on dessinait, on garait les voitures, on utilisait des voitures physiques, hein, on les garait, etc. Et puis chaque fois on disait, bah non, ça occupe trop de place, ah bah non, franchement c'est dégueulasse. Et de fil en aiguille, on a viré la voiture de la place. On serait arrivé en disant tout de suite, il ne faut pas de voiture, avec notre regard d'urbaniste, d'expert, en disant, il ne faut pas de voiture sur la place, ça n'a pas de sens, pour X raisons. Vous auriez eu une levée de bouclier, en disant, non, mais vous ne vous rendez pas compte, on a besoin de la voiture, etc. La pratique a permis de l'évacuer sans coup férir, sans difficulté. Donc voilà, des méthodes simples qui permettent aussi d'aller assez loin, mine de rien, avec les habitants. Alors après, tout ça, on le traduit avec des outils qui sont plus techniques. Hein. On fait des esquisses. Là, vous avez l'esquisse d'aménagement d'une place. Vous avez aussi, toujours sur la même place, du dessin fait par le paysagiste sur le réaménagement d'une petite emprise avec un lieu couvert, abribus, lieu où on peut placarder des annonces de covoiturage, etc. Donc, à un moment, il y a quand même des traductions avec des outils un peu plus formalisés, évidemment, qu'on utilise. Et puis, et je ne l'ai pas mis pour rien cette esquisse, tout ça ne se fait pas non plus systématiquement uniquement dans la bonne humeur. C'est-à-dire que le travail sur la place que vous voyez là, avec au centre, ce qui est figuré en rond, c'est un jet d'eau qui existe, qui sert aujourd'hui de giratoire. Et l'atelier, petit à petit, a contribué à dire il faut qu'on réoccupe une partie de cette place, qu'on la laisse ouverte aux piétons, que le marché puisse s'y situer, que les enfants puissent aller jouer à la fontaine sans risquer de se faire écraser. Tout ça, ça s'est fait certes en atelier collectif, avec une trentaine de personnes pour le coup. Ça a quand même donné lieu à une pétition derrière de gens qui n'étaient pas contents en disant il est hors de question, c'est n'importe quoi, puis ça va coûter cher, etc. etc. Donc ces processus-là ne sont pas complètement neutres non plus dans leur pratique, vous devez le savoir. En l'occurrence, ça a pas mal remué sur la commune en question qui est Faux-la-Montagne. Au-delà de ça, je vous disais qu'on avait quand même une approche qui est résidentielle, c'est-à-dire qu'on s'appesantit aussi sur ce qui était la commande initiale. Hein. C'est regarder le logement et dites-nous si on peut le réoccuper. Alors ça, on l'a fait de manière à la fois participative, puisque le repérage de la vacance, la carte que je vous avais montrée tout au début, on l'a fait avec les habitants. C'est-à-dire qu'on arrive avec une carte du cadastre, on colorie ensemble ce qui est occupé, ce qui ne l'est pas, on se renseigne, là c'est monsieur machin, il doit combien de temps ici en vacances, une semaine tous les 2 ans, d'accord, etc., etc. Bref. Mais on a aussi un travail plus technique qui est fait, en l'occurrence par mon collègue, qui vise après, en regardant uniquement le bâti vacant, à regarder un peu quelles sont ses qualités intrinsèques. C'est-à-dire que là, vous avez deux maisons, par exemple, qu'on a qualifiées avec un espèce de tripode, ce qu'on appelle des enjeux d'aménagement. On regarde où la maison est située. Est-ce qu'elle est située sur une place centrale? Est-ce qu'elle est au fond d'une rue, au fond du village? Bref, est-ce qu'il y a un enjeu fort d'aménagement sur le bâti en question? On le regarde aussi du point de vue de son état. Ce bien-là, est-ce qu'il est en bon état? Est-ce qu'il présente des qualités intrinsèques, patrimoniales? Est-ce qu'il y a des espaces extérieurs ou pas, etc., etc. Et puis, est-ce qu'il est disponible ou pas? Puis tout ça sert à le qualifier. Alors, on ne le qualifie pas pour le qualifier comme ça. On le qualifie parce que derrière, l'idée, c'est de pouvoir faire des préconisations en croisant ça avec la première carte que je vous ai montrée, les enjeux d'aménagement des lieux de projet. Bref, un lieu qui est sur une entrée de bourg, qui présente une forte disponibilité, qui a une qualité patrimoniale forte,
Et donc il y a un gros enjeu d'aménagement, on va se diriger vers des préconisations du type, ça serait bien là-dessus que la collectivité y aille par exemple. A contrario, si je reviens en arrière, la maison de droite qui est dans une ruelle, qui n'est pas, enfin, du point de vue patrimonial, rien d'exceptionnel, elle est plutôt disponible, ça on se dit, c'est au marché privé de jouer. Hein. Donc on essaye comme ça de caractériser le bâti, à la fois du point de vue de ses qualités et du point de vue de sa situation, pour fixer des préconisations à destination des élus. Et tout ça nous permet d'aboutir à des préconisations opérationnelles fortes, qui sont en lien évidemment avec tout le travail préalable. Là, l'exemple que vous avez à l'écran, c'est un projet qui est dans le cœur du bourg de Faux-la-Montagne, où en fait vous avez aujourd'hui 2 maisons attenantes. Celle de droite est existante, celle de gauche ne l'est pas, elle est remplacée par une autre, qui est une vieille maison, qui pour le coup ne présente aucune qualité patrimoniale, des très petites ouvertures, elle est très humide, etc. Mais elle est au cœur du bourg, et un des éléments qui était ressorti du travail, c'était qu'il serait intéressant de pouvoir travailler sur de l'accueil en cœur de bourg de personnes âgées qui aujourd'hui vivent dans des hameaux isolés. À partir de là, pour le coup, et ça c'est la dimension plus opérationnelle de l'Arban, on s'est dit, là il y a peut-être un sens à ce que nous, en tant qu'outil opérationnel, on y aille, en lien avec la mairie. Et on a acheté ces 2 maisons pour la modique somme de 20 000 €, avec l'idée que l'une d'entre elles, qui ne présente aucune qualité, on la démolisse. On la démolisse pourquoi? Parce que je vous ai dit, elle n'avait pas de qualité patrimoniale forte, elle ne présente, et c'est souvent le cas des maisons de bourg, aucun espace externe privatif. Alors les gens ont envie de pouvoir aller en été, quand il fait chaud, au moins boire un café dehors. Il n'y a pas de jardin, il n'y a rien. Et puis elle avait des ouvertures très petites. Et donc on a travaillé avec une archi sur une construction qui est plus ouverte, qui est accessible de plein pied au rez-de-chaussée et au premier par l'arrière, c'est la photo de gauche, sur laquelle on a un projet d'habitat intergénérationnel. Alors voilà, ça c'est un premier exemple qui nous paraît important de mettre en avant. On travaille également sur une autre dimension liée à cette vacance de cœur de bourg, c'est la dimension plus, faire en sorte que les personnes soient en mesure de réhabiliter par elles-mêmes leur logement. Un des freins à la réoccupation, c'est que ces vieilles bicoques, souvent, sont en état pitoyable. Il s'agit de les remettre à niveau du point de vue thermique et d'autres points de vue, et ça coûte cher. Et les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Donc on travaille aujourd'hui sur des questions d'auto-réhabilitation accompagnée. Il ne s'agit pas juste de dire aux gens faites, mais de le faire avec une certaine qualité de travail, donc en étant accompagné par des artisans. Ça nous paraît également une des solutions. Et dernier point sur lequel je vais faire un zoom, c'est une autre opération qui me paraît assez intéressante et emblématique dans sa mise en œuvre, et qui vient aussi décliner de manière opérationnelle, et là pour le coup jusqu'au bout, puisque le chantier est en cours, un des travaux qu'on a fait. Là, vous êtes sur une autre commune qui s'appelle Janssou, qui est proche, ça ne vous dit rien évidemment, mais qui est proche de la commune sur laquelle que je vous présentais précédemment. On a le bâtiment qui est représenté, c'est une ancienne gendarmerie qui a été transformée en logement et qui était en vente. Or, dans le travail qu'on avait fait au préalable avec les habitants de la commune sur la demande du maire qui était de dire aidez-moi à réfléchir à la réoccupation de mon bourg, il était apparu opportun de créer, parce que le café avait fermé, l'épicerie avait fermé, il n'y avait plus rien, le bourg a une sale gueule, il est assez mort, aidez-nous à créer un lieu de vie. Et comble de chance, il y avait un tissu associatif, il y avait des gens qui étaient prêts à se mobiliser là-dessus et qui ont créé un petit marché d'été qui s'est transformé en marché permanent d'hiver avec la commercialisation en circuit court de produits bio des paysans du coin. Et ils avaient besoin d'un lieu où ils puissent commercialiser ça. Et ça, c'est un élément de sociabilité, le commerce. Donc, on s'est dit, tiens, on va travailler avec la commune pour acheter ce lieu et en faire un espace qui réponde à ce besoin d'espace de croisement, d'espace d'accès à des produits locaux, etc. Alors, on l'a fait tout d'abord avec la commune. Il s'avère que la municipalité a changé aux élections et que la municipalité antérieure qui était prête à acheter le bien, nous le rétrocéder par bail à réhabilitation pour que nous on le réhabilite et qu'on le loue à l'association. La nouvelle municipalité a dit stop. Et donc on a basculé sur une toute autre formule, et c'est là que c'est intéressant, parce qu'on aurait pu se dire on laisse tomber, on n'y arrive pas, c'est trop cher, on ne peut pas acheter. On est passé sur une autre formule, qui était de dire avec les preneurs, avec cette association, ok, nous on va y aller en tant qu'Arban, en tant que SIC, mais on va y aller
si et seulement si vous nous apportez de l'argent. L'acquisition plus les travaux à réaliser, ça fait 220 000 euros. Le capital de la SIC à l'époque, c'était 130 000 euros, à peu près. Et on leur a dit, bah, nous, on ne peut pas aujourd'hui. Déjà, on a une partie de notre capital qui est gagée sur d'autres opérations, donc on n'y arrive pas. Et puis, si on prend tout en emprunt, ça vous fera des niveaux de loyer que vous ne serez pas capable de supporter. Donc, trouvez au moins la moitié de l'argent. Et pour ça, eh bien, on a utilisé deux méthodes, deux moyens. Soit des gens sont prêts directement à prendre des parts sociales dans la banque et à nous recapitaliser à hauteur de 50% du coût de l'opération, soit on utilise un outil qu'on avait créé antérieurement, localement, qui est ce qu'on appelle un fonds de dotation, qui est une micro-fondation, on va dire, locale. Et vous mettez de l'argent là-dedans, vous faites des dons, que vous défiscalisez si vous payez des impôts, et c'est ce fonds de dotation qui va recapitaliser l'argent. Eh bien, sur 220 000 euros de besoins, on a trouvé 105 000 euros de gens du territoire, et pas que, c'est des réseaux de connaissances, mais quasiment les 2/3 de la somme, c'est des gens du coin. Hein. On est sur un territoire sur lequel plus de 90% de la population est éligible au logement social, donc un territoire pauvre. Hein. Pour autant, on a mobilisé à cette hauteur-là. Et tout ça nous a permis donc de lever derrière un emprunt bien moindre, et derrière, de faire des niveaux de loyer qui sont compatibles avec ce que les preneurs, c'est-à-dire l'association La Bascule, va faire. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire plein de choses. Elle va faire de la vente de produits en circuit court. Elle va faire une brasserie. Enfin, ils vont faire une brasserie. Un lieu aussi, petit café qui peut accueillir des spectacles, des choses comme ça. Ce qu'on appelle un tiers-lieu, en somme, hein, aujourd'hui. Un lieu où il y a du travail, l'espace de bureau partagé, du travail à distance. Une naturopathe qui aura un bureau, et qui est également productrice de plantes sèches, donc un local de transformation. Bref, un lieu hybride avec plusieurs dimensions, ce qui fait à peu près tenir économiquement le machin, parce que si ça avait été juste un café ou une épicerie, il n'y avait aucune viabilité économique au truc. Hein. Donc on n'évacue pas la dimension économique, simplement on la revisite avec d'autres méthodes. Et c'est ça qui est important à avoir à l'esprit. Et pour finir, dernier point sur cette opération, on a également, et c'est ça qui est intéressant avec l'objet SIC, donc cette association est rentrée dans la SIC, elle participe au débat avec nous sur le montage financier de l'opération, et un des points de sortie, c'était de dire, ok, si vous voulez que ça marche, il faut aussi que vous mettiez la main à la pâte. C'est-à-dire que si on recourt qu'à des artisans qui viennent faire les travaux, on va exploser les coûts, et vous ne tiendrez pas dans l'enveloppe, et les loyers derrière seront trop chers pour vous. Donc, participez, faites de l'auto-réhabilitation aussi, animez vous-même les chantiers. On a une enveloppe qu'on a co-définie, et ils sont co-garants de la gestion de cette enveloppe, les preneurs. Et puis on met en œuvre de cette manière-là. Voilà ce qui me paraissait important d'expliciter et de mettre en avant dans cette démarche de travail qu'on a eue, donc qui porte aussi bien sur du très amont, très opérationnel, du stratégique, jusqu'à la mise en œuvre concrète. Merci beaucoup Stéphane Grasser. J'ai bien compris qu'il fallait du temps au temps, et que là, il y avait plusieurs opérations qui effectivement étaient conduites par vous. Ceci dit, est-ce que vous pouvez nous donner quand même une fourchette de temps? Si on prend la première présentation qui portait sur les deux communes de Laville-Dieu et Faux-la-Montagne, où là, on est vraiment sur la phase stratégique, c'est un travail de 8-10 mois qu'on a mené. L'autre opération, jusqu'à sa mise en œuvre effective, la renouée, là, le lieu un peu hybride, entre le démarrage du projet qui s'est fait un peu de la même façon, donc un projet stratégique avec les habitants, qu'est-ce que doit devenir le bourg, etc., jusqu'à la mise en œuvre qui est toute récente, puisque ça date là de l'automne 2015, il s'est écoulé quasi 3 ans. Mais c'est le temps de vous faites bien d'insister là-dessus, c'est aussi le temps de la participation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, travailler avec des habitants, et donc mener à bien un projet qui permet à chacun de s'approprier les questions qui sont complexes par nature. Si on veut le faire en 3 mois, c'est pas la peine, c'est se moquer du monde. Hein. Donc fatalement, une démarche de ce type est une démarche longue. J'arrive pas à travailler à moins de 6 mois avec un collectif d'habitants, c'est impossible. Je rebondis juste là-dessus pour finir, ça veut dire aussi que ça a un coût. C'est-à-dire que le temps, ça se paye. Et que parce qu'on est dans les logiques de marché public, quand on répond à des commandes, souvent on peut être 2 fois plus cher qu'une partie d'autres intervenants qui se présentent, qui n'ont pas tout à fait les mêmes méthodes. Et
quand c'est avec des élus avec lesquels on est en contact et qu'on a défriché le sujet collectivement, c'est entendable. Dans d'autres cas, ça ne l'est pas, ou alors il faut que la commande soit tout de suite identifiée comme intégrant la participation. C'est d'ailleurs pourquoi, au demeurant, je n'épluche pas les appels d'offres, ça ne m'intéresse absolument pas de faire ça. On ne se situe pas du tout comme un bureau d'études. L'idée, c'est de travailler avec les acteurs du territoire pour co-définir des besoins et ensuite y répondre. Alors, d'un certain point de vue, vous pouvez me renvoyer qu'il y a une forme d'illégalité à ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on tourne un peu le code des marchés publics. Oui. Voilà. Voilà. Oui, Gilbert Santos, ancien maire du Chirac. Au niveau des documents d'urbanisme, les 2 premières communes dont vous faites état, qu'est-ce qu'elles avaient comme documents d'urbanisme? C'est uniquement une carte communale? Et est-ce que ces documents ont été un frein pour les évaluations que vous avez faites? Alors, ma réponse est encore plus simple, il n'y a rien. C'est le règlement national d'urbanisme qui s'applique sur 99% des communes sur le secteur où je me trouve. Mais ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on les voit arriver les PLUI, on les voit arriver les démarches d'urbanisme stratégique. Et tout ce travail qu'on fait là, et ça on le dit systématiquement lorsqu'on démarre un boulot, c'est autant d'éléments qu'on apporte à une réflexion qui permettra à ces communes-là d'avoir un point de vue argumenté lorsque demain un PLUI qui va englober 45 communes va arriver sur le territoire et où ils n'auront jamais le temps, de fait, de se préparer aussi finement à argumenter. Donc là, on est finalement dans l'anticipation de la mise en œuvre de documents d'urbanisme. Et au fond, c'est des orientations d'aménagement qu'on fabrique. Oui, Georges Deloche, maire d'une commune voisine. J'ai écouté avec attention et plaisir votre propos, en ce sens que nous sommes à l'ouverture d'un chantier de réaménagement du centre-bourg, avec la construction d'un bâtiment multifonction, bibliothèque, poste, etc., petit café. Et ça se passe plutôt bien, avec un fonctionnement à la fois associatif pour partie et avec des agents communaux pour partie. Et alors, la principale objection que nous rencontrons sur ce réaménagement, curieusement, c'est le stationnement. C'est une question qu'on ne peut absolument pas évacuer. Et d'ailleurs, souvent, j'élargis complètement le truc, quand on arrive avec nos regards un peu experts de paysagistes, d'urbanistes, d'architectes, il y a des questions qu'on considère comme très secondaires, genre on sait qu'on met les poubelles ou des trucs comme ça. C'est toujours ces questions-là qui arrivent. Et si on les évacue d'une pichenette en disant c'est pas le problème, on se fait vite ruer dans les brancards. Sur la commune de Faux sur laquelle on a bossé, on avait collectivement défini une hiérarchie de projets en disant il y a la place, il y a ce bâtiment, personnes âgées, etc. Puis c'est ça la hiérarchie. On s'était entendu pour dire c'est ça le truc le plus important. La réunion suivante, l'atelier suivant, ça démarre de manière assez véhémente avec des gens qui lèvent le doigt en disant mais on avait dit que le problème c'est où c'est qu'on met les poubelles, c'est ça le vrai problème. Donc on a été obligé de le réintégrer, fatalement. Donc je reviens à la question du stationnement, c'est un peu du même ordre. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on dit qu'il faut revoir la place de la voiture dans des zones où la voiture est absolument nécessaire, vous imaginez que on a du mal à faire porter ce message. Hein, c'est pas la peine d'essayer de l'habiller comme 21 ou que sais-je, ça passera pas. Hein. Donc, eh ben, on est obligé de le traiter et on est obligé aussi de construire des réponses qui sont certainement pas idéales. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on reste sur des positions en tant qu'expert, entre guillemets, dogmatiques, il ne se passera rien, ça figera, ça crispera. Et donc, plutôt que de dire toutes les bagnoles, il faut les virer du centre, parce que là, il y a un bel espace pour faire du stationnement, par exemple, ce qui peut être le cas, effectivement, on est obligé de travailler un peu dans la dentelle en disant non, là, on va l'enlever, franchement. Puis vous nous dites qu'on ne peut même pas marcher sur les trottoirs, alors voilà, soyons cohérents. Mais par contre, là, oui, ok, on va la mettre parce que le café est juste à côté, que le tabac est juste à côté, que on sait très bien que les gens se garent tout près. Donc on est obligé de gérer une espèce de moyen terme, tout simplement, de fabriquer une forme de consensus qui est propre même de la... Enfin, de consensus, ou en tout cas de débat, qui est le propre du travail. Bonjour, Inès Ramboussac de l'établissement public d'aménagement à Saint-Etienne. Moi, j'ai rebondi en fait sur la question du coût. Vous avez dit dans une de vos offres, le coût de la participation a doublé en gros votre offre financière. Moi, ce que je trouve très très compliqué en fait, c'est d'estimer qu'est-ce que ça va représenter le coût de la participation si on veut vraiment aller au bout avec les habitants. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quelques pistes? Non, je vais pas pouvoir répondre. Pour moi, simplement, quand je formule une réponse,
à une sollicitation qui est de dire, je sais pas, aidez-nous à voir comment on peut réhabiliter le cœur de Bourg. Dans la proposition que je fais, j'intègre un certain nombre de jours de travail qui sont des ateliers collectifs et qui sont ces entretiens individuels que je trouve très précieux. Et selon l'importance de la commune et ce que j'estime, ben voilà, je l'évalue à X jours, quoi. Il n'y a pas de recette de ce point de vue-là. Ce qui est clair, c'est que tout ce temps-là, il enlève une partie de travail que je pourrais faire tout seul, et c'est ça qui est très intéressant d'ailleurs. Hein. Au fond, c'est des gens qui m'apportent les réponses, j'ai pas besoin de les imaginer, et puis elles sont bien plus pertinentes peut-être des fois que celles que je pourrais apporter. Pour autant, j'ai un travail qui demeure, on a un travail qui demeure avec le collègue en question. Mais voilà, je ne sais pas, ce que j'observe en tout cas, en plus dans un contexte où il y a une vraie concurrence qui s'applique. C'est-à-dire qu'on voit arriver sur le territoire sur lequel je me situe des bureaux d'études qui arrivent de Bordeaux, de Toulouse, de Paris, et qui venaient jamais. Donc il y a une croissance de la concurrence, entre guillemets, et avec des coûts qui sont imbattables pour nous. Mais ce n'est pas les mêmes logiques. Donc, mais qui font quand même la concertation ou pas du tout? Ils ne font pas la participation. La concertation est aujourd'hui à la mode, tout le monde en fait. Oui, on a pensé à un modèle économique parallèle à partir de l'exemple qui est affiché là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est appuyé sur la collecte de l'épargne de proximité pour rendre possible un projet qui ne trouvait pas sa viabilité économique par ailleurs. Aujourd'hui, on pense plus largement, et ça dépasse l'Arban, ça intègre d'autres initiatives du même ordre sur le territoire. On pense, alors ça va vous faire rigoler, c'est presque un grand mot, mais on pense à lever une sorte d'impôt citoyen. C'est-à-dire qu'en fait, on pense à utiliser ce fonds de dotation comme une source de financement pérenne du fonctionnement d'un certain nombre de structures en disant aux gens, on est sur un territoire sur lequel aujourd'hui les financements publics se rétractent de plus en plus, qu'en plus les critères, les cadres, etc., c'est bien de plus en plus rigide, on en a ras-le-bol de tout ça. Si vous trouvez intéressant les dynamiques en cours, eh bien mettez, je sais pas moi, 10 euros, 5 euros par mois dans la caisse, et puis derrière, collectivement, c'est ça qui est important, et ben on le répartit. Quelque part c'est intéressant et à la fois terrible, j'en terminerai par ça. C'est terrible parce qu'en fait on réinvente un système qui existe, ça s'appelle l'impôt, et la distribution de l'impôt. Bon, sauf que voilà, on peut se poser des questions sur sa distribution. Merci beaucoup.